Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF consacré à la culture qui, vous le savez, est peut-être une des grandes victimes de la crise sanitaire, l'alternance de fermeture et de réouverture partielle, de refermeture des lieux culturels et donne évidemment une situation difficile, parfois désespérante pour les acteurs de la culture. D'ailleurs, la culture pourra-t-elle se relever d'une telle crise? Et de quelle nature est cette crise? C'est une crise financière, naturellement, mais c'est peut-être aussi une crise culturelle. Est-ce que les Français reprendront le chemin des théâtres, des musées, des cinémas après la crise? Ce sont des questions que nous allons poser à nos invités. Stéphanie Tesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre de Poche-Montparnasse, vous êtes aussi auteur, metteur en scène, vous travaillez beaucoup notamment pour le Mois Molière de Versailles. Joséphine Coleman-Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Plaisir, vous êtes vice-présidente du conseil départemental chargé de la culture. Manon Lamaison, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste lyrique, toute jeune artiste lyrique. On aurait dû vous voir en janvier prochain sur la scène de l'Opéra de Versailles dans Les Noces de Figaro. Malheureusement, le spectacle n'aura pas lieu. Et puis Lionel Massetta, bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin, de la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin. Et dans quelques instants, nous serons rejoints par Aurore Berger, qui est députée de la 10e circonscription des Yvelines, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et qui est très intéressé évidemment par tout le domaine culturel. Je vais commencer par vous, Stéphanie Tesson. Évidemment, vous espériez la réouverture du théâtre pour le début décembre. Comment vous avez vécu cette situation, cette refermeture, au moins jusqu'en janvier ? Comme un deuxième coup de massue après l'histoire du couvre-feu, qui avait été déjà une sorte d'arrêt un peu brutal après la grande élan d'espoir de renouveau des vacances. Il y avait eu toutes ces restrictions que nous avions essayé d'appliquer à la lettre. C'était déjà une petite mise en scène à l'intérieur du théâtre, protocole sanitaire, l'accueil du public avec le gel hydraulique, la désinfection de tous les sièges entre les spectacles, les distanciations. On avait même acheté des parasols pour mettre les spectateurs à l'abri à l'extérieur. Tout le monde avait vraiment joué le jeu avec beaucoup de conviction. Et puis le couvre-feu arrive, 10 jours comme ça où on s'adapte, on réduit les programmations, et puis on s'arrête, puis on nous pousse de repartir pour Noël. C'était un beau cadeau. Et à nouveau, les jarrets sont coupés. C'est vrai que ces courts-circuits à répétition entament beaucoup le moral, entament beaucoup la foi, n'entament pas le désir, mais créent une sorte de sidération pour tout le monde, spectateurs et artistes, bien sûr. Lionel Massetta, on s'était vu, nous, en octobre, vous étiez assez optimiste sur la tenue de la saison au théâtre de Saint-Quentin notamment, mais dans les théâtres d'une façon générale, et puis pour les troupes, pour tous ceux qui travaillent. Là aussi, vous-même, comment vous vivez cette situation où on va vous dire il faut reporter les spectacles, et peut-être jusqu'à début janvier, peut-être plus tard encore? Peut-être jusqu'au 20 janvier, effectivement. Je ne sais pas si j'étais optimiste, je pense que j'étais prudent, mais optimiste, mais oui, optimiste aussi parce je pense qu'il faut avoir une capacité à se projeter aussi. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs endroits d'inquiétude. Si on parle uniquement du théâtre de Saint-Quentin, je pense que les premières décisions de fermeture ont été compliquées à vivre, mais on les a finalement acceptées. Lors des réouvertures au public ou encore dans le travail quotidien des équipes ou des artistes en répétition, on a été extrêmement strict dans l'application des normes sanitaires. Aujourd'hui, c'est un deuxième temps. On va dire que cette prolongation de la fermeture provoque, dans un premier temps, ça a été de l'abattement qui a très très vite été remplacé par de la frustration, et la frustration elle-même par de la colère. Depuis 10 mois maintenant, on a une équipe du théâtre qui avance dans le brouillard, comme tous les théâtres de France d'ailleurs. La semaine prochaine, on devait accueillir le spectacle de la compagnie XY. C'est un spectacle à haut risque physique, c'est un spectacle de cirque qui avait repris les répétitions il y a 10 jours, qui est à nouveau stoppé net. Quant aux spectateurs, parce qu'on pense aussi beaucoup à eux, ils témoignent d'une incroyable
patience, compréhension, peut-être même à certains moments d'une certaine compassion à notre endroit. Mais voilà, c'est le cas du théâtre de Saint-Quentin, parmi beaucoup d'autres. Après, il est difficile de comprendre les motivations de cette non-réouverture, alors qu'il est admis et accepté et dit par ailleurs que les fêtes de Noël entraîneront une augmentation des cas de contamination. Alors il y a aussi un sentiment d'infantilisation du secteur des arts et de la culture qui a pourtant très tôt, très vite compris, accepté les règles sanitaires strictes, les a mis strictement en application. Et voilà, on fait partie des secteurs qui se sont adaptés en un temps record à la situation. Joséphine Cormelin-Berger, en tant que responsable politique, évidemment, mais aussi femme de culture, vous comprenez évidemment ces réactions, parfois d'incompréhension, parfois peut-être de colère aussi. Moi, je les comprends complètement et je trouve qu'elles sont parfaitement justifiées. Je considère que la culture n'est absolument pas quelque chose que l'on doit mettre comme non indispensable. Ça me semble fondamental aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord parce que, comme le disait Lionel ou comme le disait Stéphanie Tesson, il est clair qu'aujourd'hui, les artistes, les structures, les théâtres, tout ça souffre énormément et on ne comprend pas que justement avec toutes les mesures qui ont été prises et qui sont d'une grande responsabilité ne soient pas considérées comme étant, je dirais, des prises de conscience de la part des artistes pour faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre le public et les artistes en sécurité. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que non seulement tous les partenaires, tous les acteurs culturels du département, mais de la France tout entière, moi je connais surtout le côté départemental, il est clair qu'il y a une vraie souffrance et une incompréhension totale. Et puis il y a aussi un impact sur tout ce qui est action culturelle auprès aussi des élèves, auprès des collèges, auprès des lycées, puisque les artistes aussi interviennent à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est un vrai décalage qui nous pose problème. Et moi, je suis dans une incompréhension totale de la part du gouvernement d'avoir encore pris cette décision qui est une décision de report et une décision que je ne comprends pas. Alors on interrogera Aurore Berger peut-être tout à l'heure, qui défendra peut-être la position du gouvernement. Manon à la maison, vous-même en tant qu'artiste, jeune artiste, vous sortez presque du conservatoire, c'était l'année dernière, vous aviez vos premiers rôles qui arrivaient, notamment dans Les Noces de Figaro. Comment vous vivez aussi cette situation ? Comme vous le dites si bien, je devais jouer dans Les Noces à Bordeaux d'abord, puis ensuite à Versailles, puis à Barcelone. Et c'était pour moi, en tant qu'élève sortante du SADSM, c'est une consécration, vraiment. J'attendais ça avec beaucoup d'impatience. Et puis c'est assez rare de se voir proposer surtout un rôle dans un opéra national après même pas un an après l'étude, quoi. Donc là. C'était déjà quand j'ai appris la bonne nouvelle en avril, je me suis dit c'est pas grave, on va continuer à travailler. Janvier va arriver, on va pouvoir remonter sur scène à ce moment-là. Et là, de nouveau, le confinement, puis les annulations. Donc c'est assez compliqué, c'est surtout difficile de n'avoir aucune perspective. Oui, surtout de se dire jusqu'où on va tenir, comment on va tenir. Donc, je continue à travailler. J'essaie de me dire que ça va reprendre. J'essaie d'avoir vraiment beaucoup d'une nature très positive. Donc, heureusement, je tiens le coup assez bien. Et je continue à travailler avec des ensembles aussi, parce que j'ai des petits ensembles. Et souvent, les petits ensembles, ça coûte moins cher aussi à employer pour des théâtres, des festivals. Donc, je me dis aussi que si on continue à bien travailler, à faire des beaux programmes de concerts et que tout soit prêt au moment de la réouverture, peut-être que ça nous aidera à travailler. Justement, on a eu évidemment en préparant cette émission beaucoup de réactions, beaucoup de vidéos qui nous sont arrivées. Notamment, je vous propose de voir un petit extrait. C'est un garçon qui s'appelle Thomas Gaz, qui est le fondateur de l'association Cinoche de Magny-les-Hameaux, et qui dit comment les gens qui s'occupent du cinéma espéraient en tout cas la réouverture rapide des salles et des lieux de culture. Et on espère que les salles vont pouvoir réouvrir pour que le public
puissent retrouver ce lien social, ce loisir d'aller au cinéma ou dans une salle de spectacle, de s'asseoir sur un siège, de regarder avec son petit popcorn. Je pense que ça manque et on n'a hâte qu'une chose, c'est de rouvrir et on se tiendra prêt. Aurore Berger, merci beaucoup de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes députée de la 10e circonscription des Yvelines et membre de la commission des affaires culturelles et d'éducation. Vous êtes quelqu'un qui a milité d'ailleurs pour la réouverture des lieux culturels, qui est très intéressé à la culture. Comment vous vivez cette situation et comment vous comprenez, vous voyez évidemment parfois l'incompréhension ou la colère des acteurs culturels. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Bonjour à vous. C'est évidemment une situation qui est très douloureuse, qui est douloureuse d'abord pour les acteurs du monde culturel qui ne peuvent plus exercer leur profession, leur métier, qui ont peur pour certains d'entre eux de disparaître tout simplement parce que quand on est dans une petite équipe artistique, dans une compagnie, on a la nécessité, l'impérieuse nécessité de pouvoir évidemment continuer à exercer son art. Et donc notre enjeu élu, je vois Joséphine Cosman-Berger, qu'on soit en collectivité territoriale ou qu'on soit ici à l'Assemblée nationale, c'est comment on fait en sorte pendant cette période où la fermeture a dû rester de mise, avec des risques aussi malheureusement sur les mois voire les années qui viennent, bien de faire en sorte qu'on ait un soutien suffisamment fin qu'il parvienne au bon endroit. C'est-à-dire que non seulement on doit continuer à soutenir des lieux qui sont déjà des lieux subventionnés, mais on doit faire en sorte aussi que toutes les compagnies artistiques aient les moyens de continuer à vivre. Et c'est ça la difficulté en fait majeure qu'on a dans cette crise, c'est qu'on a une multiplicité des statuts, une multiplicité des situations. Vous savez, le monde de la culture est à la fois extrêmement diversifié, mais il est aussi éclaté dans sa représentation. Et la plus grande difficulté, elle est là. C'est faire en sorte que le soutien arrive au bon endroit pour qu'on n'ait pas des artistes qui renoncent à être artistes parce qu'ils ne peuvent plus assumer les mois qui viennent, les semaines qui viennent ou qui restent du fait de la crise. Donc votre travail va être d'essayer de faire en sorte que il puisse passer ce cap difficile. En fait, c'est ça. Oui, nous, notre enjeu, il est là. Vous savez qu'on a évidemment eu des moyens en urgence qui ont été extrêmement puissants. Je pense qu'on est le pays au monde qui a le plus mobilisé pour le secteur culturel. En moyens budgétaires, financiers, c'est une certitude. Vous avez eu une année blanche pour les intermittents. On va regarder d'ailleurs pour qu'elle puisse être probablement même étirée dans le temps encore par rapport à celles et ceux qui n'ont toujours pas pu évidemment continuer à exercer leur métier ou qui n'ont pas pu retrouver de date puisque évidemment un certain nombre d'entre elles ont été annulées ou reportées, avec un risque aussi d'embouteillage d'ailleurs pour l'année 2021 en termes de programmation, que ce soit sur le spectacle vivant ou sur le cinéma. C'est de faire en sorte que ces moyens d'urgence continuent et que cette protection de l'emploi culturel puisse évidemment continuer. Ça, c'est le premier enjeu. C'est continuer à soutenir la diversité des lieux culturels, continuer à soutenir l'itinérance aussi, qui est essentielle sur les territoires. Et puis, assumer aussi de se dire que l'impact, il n'est pas uniquement sur 2020-2021, mais que l'impact en termes de programmation, l'impact en termes de diversité culturelle, il va se mesurer sur 2022 et sur 2023. Et donc, il faut que le soutien de l'État, le soutien des collectivités locales, il ne soit pas uniquement pour cette année d'urgence et de crise absolue, mais qu'il perdure sur un moyen long terme et qu'il ne s'étiole pas dans les 2-3 années à venir. Justement, Stéphanie Tesson et Lionel Massetta, vous programmez les théâtres, enfin, dont vous êtes les responsables. Ça pose évidemment des problèmes énormes. C'est le fait qu'on réouvre, qu'on referme, qu'on réouvre à nouveau, qu'on referme peut-être plus tard. Comment on s'en sort dans la programmation même d'un théâtre, Stéphanie Tesson? De manière un peu arbitraire, c'est-à-dire que, comme vous disiez, Aurore Berger, les artistes continuent à travailler souterrainement et en espérant que le rideau s'ouvre à un moment donné, en espérant être les favoris de ce... Parce qu'on ne sait même pas si, quand on rouvrira, vous disiez, le Lionel Massetta, fin janvier éventuellement, on ne sait même pas si c'est avec un refeu ou pas. Nous, par exemple, au Théâtre de Poche, on a 4 spectacles par soir, puisqu'on bénéficie de 2 possibilités de programmation à 19h et à 21h. Ça change tout si on refait le matin ou pas, notre économie. Donc, les artistes travaillent gratuitement. Alors, on est dans le pur
amour de l'art, là, en ce moment, les artistes travaillent souterrainement. Les répétitions continuent d'avoir lieu, puisqu'on y a le droit. Mais ça crée forcément un engorgement et un embouteillage. Et forcément, ça va raréfier la possibilité de jouer pour chacun et les délais de programmation. Mais il va falloir s'y habituer et changer un petit peu la donne. Je faisais la réflexion que le théâtre va devenir un événement, alors qu'il était une habitude. On avait réussi à le faire entrer dans les mœurs comme une habitude quotidienne. Tout à coup, il va devenir événementiel. Il va refleurir à la faveur d'un festival. Il va refleurir à la faveur d'une fête. Et alors, ça lui donne certainement plus de prix aux yeux des spectateurs. Tout à coup, il trouve une valeur parce qu'on en a été privé pendant longtemps. Et aux yeux des artistes, peut-être ça va les faire réfléchir autrement et les obliger à des choix ou à des positionnements un peu plus exigeants, peut-être. Lionel Meseta, vous prévoyez évidemment les programmations, elles sont prévues très à l'avance, et donc ça bouleverse totalement votre calendrier. Oui, mais on a une capacité infinie d'adaptation. Bon, on le savait, mais là, on le bien que vous étiez optimiste. Non, mais je pense que le deuxième niveau d'inquiétude, et c'est ce qui était évoqué aussi par Aurore Berger, ce sont les artistes eux-mêmes. Un spectacle, ce sont des mois de montage de production, ce sont des mois de répétition, et tant que le spectacle n'a pas été vu, joué en public, il n'existe pas. La confrontation au public fait partie intégrante d'une œuvre. Je ne sais plus qui disait un tableau de Picasso dans un coffre-fort en Suisse, ce n'est pas de l'art. Et c'est pour ça que les artistes créent des spectacles, des œuvres, pour qu'elles soient vues et qu'elles résonnent. Et le drame, c'est que les mois de novembre, décembre, janvier sont des périodes où beaucoup de spectacles sortent, ce qu'on appelle les créations dans notre jargon, peuvent être vus par des programmateurs pour être programmés les saisons suivantes. Aujourd'hui, ces spectacles sont pour beaucoup mornés. Il en est d'ailleurs de même pour un bon nombre de films qui ne vont pas trouver d'écran lorsqu'on va pouvoir reprendre une activité normale. Donc, on se focalise sur le spectacle vivant, mais il n'y a pas que ça, c'est tous les secteurs qui sont impactés. Bref, on est entré dans une sorte de cycle très complexe pour les artistes. Là encore, effectivement, ça ira jusqu'à 2022, 2023, peut-être 2024. Et les conséquences se feront sentir pendant toutes ces années-là. Alors, même si nous avons la grande chance d'être dans un pays, ça, c'est important de le rappeler, qui a créé un filet de sécurité pour les artistes, les compensations financières, pour importantes qu'elles soient, ne peuvent résumer un engagement politique vis-à-vis de la place de la culture et de l'art. Et là, on arrivera à un troisième niveau d'inquiétude, mais peut-être qu'on ne va pas ouvrir le sujet tout de suite. Ben si, on va l'aborder tout à l'heure. C'est le niveau de la culture, l'inquiétude, c'est de savoir quelle est la nature au fond de cette crise. Est-ce que ça n'est pas une crise culturelle? Mais Aurore Berger, alors je ne veux pas du tout vous mettre en porte-à-faux avec la majorité, tout ça, mais est-ce que intimement, vous auriez préféré une autre solution? Vous auriez préféré une réouverture plus rapide, ou vous comprenez, après tout, il y a quand même un impératif sanitaire très important, et on peut aussi comprendre la position du gouvernement de ne pas ouvrir trop de lieux en même temps. Vous savez, je crois que tout le monde aurait aimé pouvoir rouvrir l'ensemble des lieux culturels et le plus tôt possible, voire même qu'il n'ait pas besoin de fermer du tout. Donc je crois que la question, elle n'est pas là. La question, elle a été à un moment de faire un arbitrage, non pas en considérant qu'on est moins protégé dans un lieu culturel, parce que c'est pas ça qui a été dit, mais en considérant qu'à partir du moment où on devait éviter au maximum les déplacements, on devait éviter au maximum le brassage, ils ont préféré faire ce choix-là, qui n'est pas un choix de gaieté de cœur. Enfin, vous imaginez bien que la ministre de la Culture, elle saute pas de joie en disant tiens, ce matin, est-ce que finalement je vais pas faire exprès de laisser les théâtres, les cinémas ou les musées, l'ensemble des lieux culturels fermés. Donc je pense que personne ne peut penser ça. Après, ce qui est certain, en effet, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que notre enjeu, il est évidemment pas uniquement un enjeu de maintien budgétaire. Oui, il va falloir le faire. Il va falloir le faire de manière extrêmement importante et solide et sur la durée. Mais c'est avant tout la capacité, évidemment, des artistes à retrouver leur public. Et c'est ça l'enjeu qu'on va avoir. En effet, que le théâtre ne devienne pas juste un enjeu événementiel, mais qu'il reprenne dans les habitudes et dans l'intimité de nos vies. Or, évidemment, on en a été privé pendant de longs mois.
et avec ces difficultés, avec ce virus, avec des risques comme ça de réouverture et d'arrêt, je pense qu'il faut surtout qu'à partir du moment où on rouvre début janvier, je le souhaite très sincèrement, ce soit une réouverture pérenne, qu'on n'ait pas cette logique-là qui est tout à fait délétère où on rouvre quelques semaines, quelques mois avec toute une programmation qui a dû être remise en place, recalée, des spectateurs qui aussi finalement ont retrouvé la confiance et qui n'attendent à mon avis que ça, que de revenir dans les lieux culturels pour ensuite le stopper. Donc c'est ça aussi, c'est de prendre non seulement la bonne décision au moment de la réouverture, mais de donner de la visibilité au monde culturel en lui disant maintenant, bonne fois pour toutes, vous êtes ouverts et vous allez pouvoir le rester. Quitte encore une fois à ce qu'il y ait en effet des conditions, tout le monde se doute bien qu'à partir du moment où on va rouvrir, on rouvrira pas dans les conditions que nous connaissions il y a un an. Et tous les lieux se sont adaptés, les musées, les salles de concert, le cinéma, les théâtres, que ce soit privé, public, tout le monde s'est adapté, savent faire. Donc maintenant, l'enjeu, c'est une visibilité en matière de soutien budgétaire et aux lieux culturels et aux artistes et aux auteurs, et une visibilité sur la capacité à rouvrir et à pouvoir créer ces enjeux de programmation sur le long terme. Sinon, l'embouteillage qu'on avait évoqué, malheureusement, il va aussi là où il aurait pu être finalement une opportunité. Je pense par exemple aux salles de cinéma. Le fait potentiellement de cette réouverture en décembre aurait pu être une formidable opportunité d'exposition des films français. Parce que justement, on avait très peu de films internationaux qui avaient pris les risques d'être reprogrammés dans cette séquence. À partir du moment où on laisse fermer, l'embouteillage, à un moment, fait qu'on va avoir en concurrence, par exemple, des films français qui sont très attendus, mais aussi tous les films internationaux qui ont décalé leur sortie pour certains d'entre eux. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire ne pas mettre à mal la diversité culturelle dans notre pays et de notre pays, parce qu'on aurait cet effet d'embouteillage. D'où la visibilité qui est nécessaire. On voit donc que les enjeux sont très importants et les dossiers difficiles à traiter. Mais justement, parlons un peu de la nature de cette crise. Joséphine Kommelsberger, par exemple, on voit un garçon comme Mathieu Kassovitz, qui est metteur en scène de cinéma, qui est acteur, qui dit au fond, la réouverture des salles, c'est pas très important parce que finalement, les salles de cinéma, dans quelques temps, on n'ira plus, on va rester chez soi pour aller au cinéma. Donc, on va changer de pratique culturelle. Est-ce que vous pensez que derrière cette crise sanitaire, il y a aussi, pour la culture, une crise culturelle ? Si vous parlez de moyens, peut-être qu'effectivement, cette crise a permis de démontrer que on peut aussi communiquer au niveau de la culture d'une autre façon. On évoquait il y a quelques jours justement le fait de toute cette dynamique qu'il y a eu autour des réseaux, et c'est là qu'on a pu voir la puissance culturelle et la puissance imaginative et artistique de nos acteurs et de nos artistes dans tous les domaines, justement, par le biais des réseaux. Alors, est-ce que c'est là-dessus qu'il faut compter ? Non, bien évidemment, le spectacle vivant est quelque chose de fondamental et c'est peut-être un petit moyen supplémentaire qui a permis en tout cas de créer le lien et de maintenir le lien avec la population. Ce que je voudrais dire, c'est que oui, les périodes de crise créent très souvent des nouveautés. C'est une période un peu d'innovation qui est un plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que moi, je croise énormément de personnes dans la rue qui très souvent ne me parlaient pas forcément de culture, ne me parlaient pas forcément de spectacle et qui aujourd'hui me disent combien ils réattendent tout cela, même si ce n'étaient pas forcément des personnes qui y allaient. Mais par le biais, je dirais, de ces innovations, entre guillemets, si vous le permettez, l'expression, de voir les artistes d'une autre façon, par un autre lien, par un autre biais, a donné aussi cet élan d'avoir envie de retourner voir les artistes, de retourner dans les salles, de retourner dans les musées, de retourner dans les salles d'exposition, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas uniquement, je dirais, les artistes qui sont sur plateau, qui souffrent actuellement, ce sont aussi des artistes qui travaillent chez eux. Ce qui est important aussi de dire, c'est que la population a pu, enfin je veux dire, les habitants ont pu constater que les artistes travaillaient pendant cette période. Il faut le dire,
c'est super important. Moi, je sais que dans des théâtres aujourd'hui qui sont fermés, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais il y a des artistes qui travaillent à l'intérieur de ces lieux, qui arrivent à se réunir en petits groupes pour faire des lectures, pour travailler. Les peintres travaillent, les artistes, sculpteurs travaillent. Donc l'innovation, certes, a peut-être accompagné toute cette période, mais il y a aussi un élan très très fort de la part de la population. Je n'attends que ça, de voir cette réouverture pour pouvoir voir que la population revient encore plus en nombre auprès de nos artistes qui en ont tellement, tellement, tellement besoin. Stéphanie Tesson, quand vous avez réouvert le théâtre de Poche-Montparnasse, votre père, Philippe Tesson, a parlé d'un acte de résistance. Donc, si on se dit s'il y a de résistance, c'est qu'il y a peut-être des collabos, mais résistance aussi vis-à-vis de quoi? Résistance face au risque de mort dont il parlait, résistance face à, oui, c'est ça, une certaine acceptation totale de se renfermer chez soi. C'est ça, une résistance par rapport à cette résignation qui a été le lot d'ailleurs de tous les citoyens français. On a accepté les choses. La colère, en fait, elle n'est arrivée que très récemment parce que tout le monde est très discipliné. On comprend tellement l'enjeu de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement, ce qu'on appelle le confinement, ce qui est pour le théâtre l'équivalent du confinement, c'est la fermeture de rideaux. On en comprend les raisons. La colère vient à un moment donné où tout à coup la culture a disparu de la bouche gouvernant, parce que finalement Emmanuel Macron n'est même pas venu, alors que c'est le président s'est lui-même présenté comme le défenseur de l'éducation, et c'est lui qui est venu dire à la tribune, on est désolé, on ne pourra pas, je ne sais pas si c'était un Père Noël à l'envers, quoi. Il nous faisait le non-cadeau de la réouverture. De sa bouche, entendre le mot de théâtre, même de manière négative, pourrait certainement penser de plaie. Alors, la colère vient de là, du fait que cette Stéphanie, pardon, je vous interromps, mais la liaison est assez mauvaise. Peut-être que je vais vous demander de vous Je vais mettre un peu plus loin peut-être du micro, comme ça c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux là, oui. Ouais, alors, peut-être que je m'exalte un peu moins aussi. Je disais que la résistance dont parlait mon père Philippe Tesson au mois de septembre, nous l'avons inscrite dans les faits, puisque, comme je vous ai dit, nous avons donné tous les gages d'une espèce de précaution qui était légitime à cette époque. Il fallait en effet ramener le théâtre au cœur de la vie citoyenne. Le théâtre, c'est le lieu de l'emploi. Si on n'ouvre pas aux spectateurs le lieu lui-même dans cette espèce d'acte de traduction du réel à la mesure subjective de chaque artiste, eh bien, nous rompons avec tradition qui sont inscrites dans l'histoire de l'humanité. Donc, la résistance, là, celle-là. Aujourd'hui, la résistance serait plutôt de dire nous y croyons. Et vous m'entendez ou c'est un peu brouillé? Je suis désolé, Stéphanie, mais la liaison, on vous comprend très peu. Essayez peut-être de vous... On va essayer peut-être de vous couper puis de revenir, parce que là on ne comprend pas très bien. Excusez-moi. Hein. Évidemment, il y a derrière tout ça, il y a eu le mot d'essentiel qui a été prononcé, les activités essentielles, celles qui ne le sont pas. Est-ce que c'est un mot que vous reprenez à votre compte? Après tout, dire à des gens qui jouent au théâtre, qui jouent au cinéma, qui vont dans les musées, des artistes, qu'ils ne font pas un métier essentiel, c'est peut-être un mot assez maladroit. Oui, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement lui-même l'a reconnu en disant qu'en effet, on ne pouvait pas avoir deux catégories, à la fois ceux qui sont des biens essentiels ou des acteurs essentiels du monde économique et ceux qui ne le seraient pas. C'est une erreur, à mon avis, à plusieurs titres pour le monde de la culture. Déjà parce qu'on oublie que le monde de la culture, c'est aussi une industrie. On parle d'industrie culturelle. C'est pourvoyeur d'emploi, c'est pourvoyeur de croissance, c'est pourvoyeur d'attractivité, que ce soit dans nos territoires ou à l'international. Donc,
ne serait-ce que d'un point de vue économique et industriel, le poids du monde culturel, il est essentiel dans notre pays en termes d'emploi et d'attractivité. Et puis, évidemment, essentiel à nos vies. On a bien vu, notamment pendant le premier confinement, qui était le confinement le plus strict que nous ayons eu, à quel point, évidemment, la culture nous a permis de nous maintenir, à quel point, évidemment, il y a une appétence qui a été extrêmement puissante, justement, pour le monde culturel. Et donc, ça a été essentiel à nos vies. Ça l'est en permanence, mais ça l'a été probablement d'autant plus parce que le lien social était affadi, affaibli, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver. Et donc, par la culture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et où qu'elle s'exprime, on a eu cette possibilité-là. Après, oui, on a eu des nouvelles formes probablement de liens avec les artistes et les publics qui ont pu se développer, mais rien ne remplacera jamais, de toute façon, la capacité que vous avez à avoir au même moment la même émotion parce que vous êtes dans une salle de cinéma, dans des places Mathieu Kassovitz. Moi, je soutiens les salles de cinéma. Je ne souhaite pas et je pense qu'on a surtout une chance exceptionnelle dans notre pays d'avoir 2000 salles de cinéma. Si demain, on n'a plus de cinéma de centre-ville, si on n'a plus de cinéma de quartier, si on n'a plus la diversité de nos salles d'art et d'essai, si on n'a plus des scolaires qui peuvent venir au cinéma et qu'on a uniquement des œuvres, et je ne juge pas la qualité des œuvres, mais uniquement des œuvres qui sont projetées sur des grandes plateformes, j'ai très peur pour la diversité culturelle en termes de financement de ces œuvres, donc de diversité de la création culturelle que nous pourrions avoir. Et j'ai aussi très peur sur la diffusion ensuite qui pourrait exister. Et je crois qu'on a besoin de défendre la diversité aussi, encore une fois, des lieux culturels, et ça passe notamment par nos salles de cinéma. Marion Labezon, alors justement, vous êtes artiste, vous êtes confronté directement à cette crise. Là, comment ça se passe pour vous? Vous continuez à travailler, vous continuez à faire des répétitions, évidemment, vous êtes seule. Quand on est chanteuse lyrique, c'est compliqué de répéter ou de travailler seule. Tout à fait, oui. Du coup, je travaille chez moi dans ma petite salle de travail avec des boules pièces d'ailleurs parce que le chant lyrique c'est difficile pour les oreilles des fois. Et je travaille beaucoup aussi sur du solo, sur des airs d'opéra pour des auditions parce que les auditions continuent. D'ailleurs, c'est super. J'en aurai 2 ou 3 en janvier et bon, des fois, je me demande aussi pourquoi est-ce qu'elle continue, sachant que, comme vous le savez, quand un opéra est programmé, il est programmé 2-3 ans avant, en fait. Oui, bien sûr. Donc, les programmations sont à très très long terme, mais c'est déjà fabuleux de pouvoir avoir un but, quoi. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir du coup autour de moi des chefs de chant et des professeurs aussi pas très loin. Je vis à Aix-en-Provence et j'ai une chef de chant à Marseille qui est super en ce moment. Et d'ailleurs, je vais la voir dans 2 heures. Donc ça me permet aussi de travailler. Et puis ensuite, j'ai plusieurs ensembles. Et dont un quatuor a cappella. Et là, nous avons eu la chance, malgré le confinement, d'être programmés par la ville de Strasbourg en décembre. Et donc, nous nous sommes venus pour préparer le concert. On continue à travailler. Et surtout à répéter aussi avec des duos piano-chant avec lesquels on a des auditions et des concours peut-être en janvier aussi. Donc, voilà, ça va. Le moral est plutôt bon parce qu'on a du travail sur la planche, même si on n'a pas encore de rémunération et de concerts de prévu. Eh oui. Lionel Massetta, on parlait avec Stéphanie Tesson tout à l'heure du mot qu'avait employé Philippe Tesson, justement, du mot de résistance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu en résistance par rapport à une atmosphère générale? J'avais le sentiment qu'on avait été très sage, voire peut-être un peu trop attentiste. Alors je sais pas si c'est le terme de résistance. Moi, le terme de résistance, je l'attribue à beaucoup d'autres choses. Non, c'est vrai que pour revenir sur cette décision unilatérale de classer l'art et la culture dans la catégorie des activités non essentielles, oui, ça donne envie voilà, ça nous touche. Et d'ailleurs, ça dépasse très largement, et c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure, ça dépasse très largement la question des artistes et de la place des artistes, et ça touche, pour moi, la vision qu'on peut avoir de l'homme. Est-ce qu'on n'est que des télétravailleurs, des consommateurs qui se satisfont et se satisferont de pouvoir faire leurs courses de Noël? Pour moi, ça traduit, au-delà de la fermeture des théâtres ou des établissements culturels et artistiques,
un choix politique, un choix de société qui est inquiétant, voire même qui est désespérant dans la présentation que l'on pourrait avoir ou l'idée qu'on pourrait avoir du monde d'après. Moi, c'est ça qui me... pour moi, c'est finalement la chose la plus importante. Je ne veux pas dire que la fermeture des théâtres est et ses conséquences sont un épiphénomène, mais je pense que c'est la valeur symbolique dont on parle peu. On a parlé de beaucoup de choses très pratiques, mais la valeur symbolique de cet acte-là est immense. Et c'est aussi pour ça que je pense un certain nombre d'acteurs de la culture, voire la totalité des acteurs de la culture, des arts vivants, plus exactement, ont décidé de se mobiliser. Et je pense que c'est arrivé, et on a eu cette sensation, ce besoin de se mobiliser, qui est arrivé dès le vendredi matin. Les annonces ont été faites jeudi soir. Dès le vendredi matin, on était tous en liaison les uns avec les autres, parce qu'il y a quelque chose d'inacceptable dans ce futur qu'il semble qu'on nous offre. Voilà, où la dimension artistique et culturelle est finalement extrêmement réduite. J'ai justement, ce qui est peut-être difficile à supporter pour beaucoup d'acteurs dans cette crise, c'est au fond l'incertitude dans laquelle on est. Et on peut comprendre aussi les difficultés de gouverner face à une situation qui est totalement incertaine, totalement imprévisible. Oui, je crois qu'on est tous confrontés en ce moment à cette incertitude, qui qu'on soit, enfin, quels que soient les secteurs d'activité dans lesquels on peut évoluer, qu'on soit élu ou qu'on soit artiste, auteur, et quel que soit encore une fois le secteur d'activité au sein du monde culturel. Et sauf que la difficulté justement, c'est que ce qu'on nous demande le plus à nous élus, c'est donnez-nous de la visibilité, donnez-nous des assurances. Redonnez-nous de la sécurité par rapport à nos métiers, la manière avec laquelle on va pouvoir demain les exercer. Or, cette crise, elle est d'abord une crise sanitaire avant d'être une crise économique qui risque aussi d'avoir des conséquences sociales, et on en perçoit d'ailleurs aujourd'hui déjà des conséquences importantes en termes de pauvreté. Donc la difficulté, elle est là, c'est qu'on a un monde culturel qui est légitime, qui nous demande des assurances et des certitudes, de la visibilité. C'est ça qu'on doit normalement pouvoir donner. Et dans cette crise sanitaire, on jongle en permanence avec des incertitudes. Vous voyez bien sur la question du vaccin, qui pose mille et une questions d'acceptabilité sociale, de capacité des Français à se faire vacciner. Est-ce que toutes celles et ceux qui nous demandent les réouvertures des lieux culturels, des restaurants ou des bars, sont les mêmes Français qui nous disent qu'ils ne souhaitent pas se faire vacciner, alors que c'est notre meilleure garantie demain de pouvoir être protégés? Vous voyez bien aussi, en permanence, il faut savoir jongler avec ça. Donc, la seule certitude qu'on doit aujourd'hui pouvoir donner au monde culturel, c'est d'abord une certitude de soutien, le fameux quoi qu'il en coûte, qui doit pouvoir être porté évidemment sur le monde culturel, et encore une fois, pas uniquement sur 2020-2021, mais sur le long terme, et c'est tant l'État que les collectivités locales, parce que vous savez bien à quel point on est des cofinanceurs, et aussi d'ailleurs le secteur privé qui peut largement contribuer évidemment au soutien, et qui le fait de manière extrêmement récurrente, mais qui s'est rétracté pour des raisons assez évidentes. Le mécénat va pas être extrêmement florissant cette année. Aujourd'hui, beaucoup de lieux culturels en dépendent. On parlait d'art lyrique. Vous voyez bien à quel point le mécénat est aussi extrêmement important et puissant pour le monde lyrique, par exemple. Donc, il faut d'abord qu'on arrive à donner cet engagement-là et cette assurance-là. Et c'est vrai, je rejoins ce que disait Lionel Messeter, il ne faut pas non plus que dans la manière avec laquelle on s'adresse, ou dans la manière avec laquelle, comme disait Stéphanie Tesson, parfois on oublie le mot culture, eh bien on donne le sentiment finalement qu'en effet ce serait un à côté, que ce ne serait pas aussi essentiel que d'autres secteurs, alors que ça a justement une valeur symbolique. Je reprends complètement les mots de Lionel Messeter, qui est évidemment puissante. C'est-à-dire que si on a un monde d'après, je ne sais pas si on aura un monde d'après, mais en tout cas si dans les semaines et dans les mois qui viennent, on a progressivement la capacité déjà à retrouver un peu du monde d'avant, mais que ce monde d'avant il est affaibli parce qu'on a ce qui faisait l'identité de notre pays, ce qui faisait sa singularité, ce qui faisait sa diversité, qui s'est affaibli, affadi, parce que sur les territoires, on n'aura plus les festivals, parce que sur les territoires, on a des compagnies artistiques qui ne pourront plus continuer à exister, parce qu'on aura des artistes, des auteurs, des artistes plasticiens qui auront dû renoncer à leur métier tout simplement et à leur art
faute de pouvoir l'exercer ou faute de pouvoir en vivre, alors à quoi bon aura servi toute cette mobilisation ces dernières semaines et ces derniers mois? Donc on doit impérativement, encore une fois, maintenir ce soutien sur un très long terme. Alors justement, puisque vous parlez du monde d'après, peut-être on va aborder cette question. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, espère que pouvoir sortir par le haut de cette crise en définissant une nouvelle culture, dit-elle, une culture de conciliation entre le numérique et le patrimoine. Aurore Bergé, je vais peut-être vous demander de préciser ce que peut-être la ministre de la Culture veut dire, et puis les réactions des autres participants ensuite. C'est certain que, en tout cas pendant la partie du confinement, et pas uniquement sur le monde de la culture, ça a été le cas par exemple sur toute la partie éducative, on a eu une accélération qui a été extrêmement importante en termes de numérisation et d'accès par le numérique aux œuvres culturelles. Et c'est formidable. Ça ne reste pas, mais ça ne sera jamais suffisant. C'est-à-dire qu'on arrive à développer un certain nombre de nouveaux outils, de nouveaux process qu'on accompagne la numérisation. Là, on va en discuter, nous, dans le cadre du budget, justement, encore ce soir, sur ce qu'on appelle les balcons virtuels. Le monde du théâtre le connaît bien, c'est-à-dire la capacité potentiellement à permettre d'acheter des billets complémentaires qui permettraient d'avoir accès via le numérique, en direct, à des représentations théâtrales. On aimerait qu'il y ait un soutien budgétaire qui soit accordé sur ce point-là. Donc, qu'on ait enfin un seul espace qui permette aux Français aussi de s'y retrouver dans l'offre culturelle existante et dans l'offre culturelle de proximité à laquelle ils peuvent avoir accès, que l'audiovisuel public aussi joue pleinement son rôle sur la capacité à programmer de la culture et pas uniquement un certain type de culture et pas uniquement à certaines œuvres. Tout ça, évidemment, il faut que ça s'accélère. Mais encore une fois, ça ne remplacera pas et ça ne doit pas remplacer surtout la capacité que vous avez à être au même moment, au même endroit, dans une salle de théâtre, de spectacle, sur un opéra, à être confronté à des œuvres dans un musée. Il y a plein d'outils qui sont intéressants. Les microfolies, c'est évidemment intéressant pour permettre à des personnes qui sont plus éloignées, même territorialement, d'accès à la culture, d'accès au musée, de pouvoir d'un coup, par le truchement d'outils numériques, d'y avoir accès et découvrir la diversité exceptionnelle qu'on a dans le musée. Et ça remplace pas la capacité que vous avez de faire venir des enfants qui n'ont jamais été confrontés au Louvre, à Orsay, au château de Versailles, ou dans des petits musées de proximité. Parce que c'est là que va se créer potentiellement une réaction. C'est là que la culture peut avoir un impact. C'est là que ça peut avoir un vrai changement aussi sur votre vie. Ça veut dire qu'on va faire des artistes de tous les enfants de ce pays, mais ça veut dire que par la confrontation avec les œuvres, la confrontation et le lien avec les artistes, la capacité à voir sur un plateau des artistes jouer, produire, je crois que cette émotion-là, rien ne pourra jamais la remplacer. Stéphanie Tesson, vous ne pouvez être que d'accord avec ce que vient de dire Aurore Bergé, c'est-à-dire que rien ne remplacera cette émotion d'aller dans un théâtre, d'avoir des acteurs face à soi qui jouent pour vous. Non, rien ne la remplacera jamais, ça c'est évident. Les petits soucis techniques que nous rencontrons prouvent bien les limites de la technologie. On ne voit jamais un acteur fouiller ou ne pas être entendu sur une scène de théâtre. Et non, ce que je voulais dire, pour aller un peu plus loin que dans la réflexion d'Aurore Bergé, je pense toujours, parce que je suis artiste plus que politique, en termes artistiques, et je me dis que cette situation, on a vécu des équivalences sur cette mise en arrêt de la culture, cette vitrification. Je repense à La Belle au bois dormant. On a vécu dans les siècles précédents des situations similaires, et comme disait Madame Kommans-Berger, à chaque fois, il y a eu une sorte d'émulation, une transformation des inspirations, des exigences, comme je disais tout à l'heure, de la part des artistes. Un artiste continue toujours à rêver, continue toujours à créer, même s'il est enfermé au fond d'un cachot. Et la résistance dont parlait mon père, on a vu ce qu'elle pouvait produire pendant les périodes de guerre, pendant les périodes de disette, pendant les périodes d'enfermement. Les artistes n'ont jamais été aussi prolixes que quand ils ont été bâillonnés. Donc, on peut imaginer qu'il en sortira des merveilles en termes de création. On peut aussi, j'essaye de voir le bon côté des choses, il faut aussi être. Nous sommes gâtés, nous sommes très gâtés parce que nous sommes aidés par le gouvernement et
on a de quoi manger et on peut continuer à rêver. Les entrepreneurs, c'est plus difficile parce qu'ils mettent, vous savez, Lionel Massetta, nous savons, nous, à l'échelle du théâtre de poche, qui est une entreprise privée soutenue, comme les entreprises privées par le ministère de la Culture, par le biais de l'association du théâtre privé, par le biais de la mairie de Paris aussi un peu. Donc, il y a des aides, ça c'est certain. Nous ne sommes pas en train de crever de faim. Et en cela, nous pouvons être reconnaissants. La résistance dont parlait mon père, elle se joue maintenant en termes d'endurance et plus en termes de combat. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir bon. Je parle en termes d'entrepreneurs là. Il va falloir tenir bon économiquement et puis aussi par rapport à la reconsidération de notre mission par rapport à ce que nous donnons aux spectateurs. C'est vrai qu'il y avait une sorte de gâchis. On était gâtés. Le théâtre se jouait tous les soirs, on pouvait monter des spectacles. Ça va nous obliger certainement à être plus attentifs dans nos positionnements, dans nos choix, dans nos désirs de proposer aux spectateurs d'autres manières de voir la vie. Et à la lumière de cette crise, vont émerger certainement d'autres désirs de programmation, d'autres désirs d'expression de la part des artistes. Peut-être qu'il va en sortir des choses assez intéressantes. En tout cas, la sélection va être peut-être le mot d'ordre de cette prochaine réouverture. Dieu sait quand elle arrivera. Mais la résistance est de mise, puisqu'il faut tenir bon et continuer à inventer, à imaginer et à programmer dans le temps long. Lionel Massetta, justement, si on parle de ce qui se passe dans le monde du théâtre, notamment, on voit bien quand même que cette crise sanitaire a commencé à influer sur les auteurs, à les peut-être les obliger à écrire un peu autrement ou à penser à cette société un peu autrement, déjà. Oui, les artistes sont de toute façon le produit de leur environnement, donc le numérique est très présent dans les arts vivants notamment, pas que, il y a bien des arts numériques aussi, et la crise en fait a accéléré le processus. Nous les théâtres ont dû aussi s'adapter. Je pense que concilier les deux, comme le souhaite Roselyne Bachelot, c'est déjà une réalité qu'on peut aider. Mais j'insiste aussi sur une autre chose, c'est que plus on investira dans le numérique, plus en parallèle, on aura besoin qu'existent aussi des lieux où les gens se retrouvent. C'est-à-dire que si on ne tient pas compte de ce besoin de se retrouver, il y aura un moment un rejet massif du numérique. Or, on le voit bien aujourd'hui, le numérique nous importe, il importe aux artistes. C'est pourquoi il est important que dans le plan du ministère, il soit aussi question de rendre les lieux de spectacle ou les musées accueillants pour tous et pas seulement pour les habitués des théâtres, qu'on puisse en faire des lieux dans lesquels on a envie de se retrouver au-delà même de la fonction spectacle et de la fonction œuvre. Moi, j'ai toujours cet exemple de la médiathèque du Havre. Il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, les politiques se sont demandé comment les bibliothèques devaient encaisser ce changement du numérique. Et il était question à un moment de tout passer au numérique. Or, on se rend compte aujourd'hui, lorsque l'on voit par exemple la médiathèque du Havre, que le numérique est présent, mais que ce qui a été travaillé, c'est véritablement les espaces d'accueil, les espaces où les gens, les lecteurs, ont envie de se retrouver. Je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire que moi je suis assez favorable au numérique, à condition que parallèlement, on n'oublie pas cette dimension et ce besoin que l'on a de se retrouver absolument. De toute façon, c'est la fonction des théâtres. La fonction des théâtres, c'est de rassembler des gens qui ne se ressemblent pas. Absolument. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et une question justement à Joséphine Colmans-Berger et Aurore Berger. Il y a ce projet de loi qui est en discussion actuellement pour conforter les principes de la République. Justement, la culture et la République, la culture est le lien social, la culture et le vivre ensemble. C'est quand même fondamental pour une société. Il me semble. Moi, je pense que la culture et l'éducation culturelle, c'est un levier indispensable pour une réduction des inégalités. On le voit, c'est quelque chose que l'on ressent. Je sors un petit peu du terrain, là, du monde du spectacle, même si ça en fait fortement partie.
Mais ce que l'on voit sur le terrain aujourd'hui, et tout à l'heure on évoquait justement la problématique de cette paupérisation qui se met en place, n'oublions pas que, outre le fait d'apporter tout ce qui est indispensable et essentiel au niveau de la nourriture, du logement et de la protection, bien sûr sanitaire, il est indispensable d'accompagner aussi toute cette population que nous fréquentons et dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est en grande difficulté, cet apport culturel qui est fondamental. On le reconnaît, on le voit, nous on s'aperçoit au sein de certains quartiers de la nécessité de cette culture et du changement radical de certains comportements. Permettez-moi juste de dire combien certaines actions mises en place, non seulement par le Théâtre de Saint-Quentin, mais par d'autres partenaires que nous avons sur notre département, apportent aujourd'hui un véritable changement de fond de toutes ces personnes. L'exemple, par exemple, de Demos, qui est un exemple fort de musiciens professionnels qui apportent cette culture auprès d'enfants dits en difficulté, change complètement leur façon d'être, de vivre, tant au niveau de leur famille qu'au niveau de leur scolarité. Donc c'est un tout petit exemple, mais qui concerne des centaines d'enfants sur le département, que nombre d'entre vous connaissez. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que la culture, je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse se poser la question est-ce que la culture est indispensable ou fondamentale dans notre société? C'est avant tout l'humain. Moi, j'entends ça, c'est l'humain. Il faut impérativement, et comme le disait Lionel et beaucoup d'entre nous, là, ce matin, on est effectivement dans quelque chose qui est fondamental au niveau de l'émotion et au niveau du rassemblement et de l'humain. Après, tout se décline de façon différente selon les périodes, selon les zones, selon les nécessités, mais en tout cas, l'humain avant tout, l'humain avant tout. Et je ne veux même plus entendre est-ce que la culture est indispensable dans notre société. Ce n'est pas imaginable qu'encore aujourd'hui, à notre époque, on puisse dire ce genre de choses. Je ne l'accepte pas. Excusez-moi d'être aussi vous avez raison. Cela dit, je crois que peut-être qu'il y a eu des inexactitudes dans les mots employés, mais que c'était peut-être pas la volonté de dire qu'elle n'était pas indispensable. Non, mais justement, vous, Patrice, je vous en voulais pas. Non, c'est pas moi qui était en cause. Justement, Aurore Berger, là, on est dans un moment politique où on va s'interroger sur nos propres valeurs, sur les valeurs qu'on veut transmettre, sur les valeurs auxquelles on a envie que toute la société adhère. Est-ce que justement la culture n'est pas plus importante que jamais pour définir justement ces valeurs, ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous fait ce à quoi on aime penser, ce à quoi on aimerait ressembler? Oui, mais évidemment, je partage tous les mots de Joséphine Colspan-Berger sur ce sujet-là, ça ne l'étonnera pas. Je crois fondamentalement à l'éducation artistique et culturelle. Je crois qu'elle est aujourd'hui insuffisante parce qu'elle dépend encore trop souvent du hasard. Elle dépend de la capacité d'avoir ici une collectivité locale qui va s'en emparer, ici un enseignant, ici un artiste qui va proposer. Il faut que ce soit sur du temps scolaire obligatoire. Il faut que ça rentre dans le quotidien de tous les enfants de ce pays. Ça peut pas uniquement reposer sur de la chance, du hasard ou une très belle rencontre. C'est formidable pour ceux qui en bénéficient, mais c'est insuffisant. Et là où la culture doit être au contraire justement un facteur de réduction des inégalités sociales, éducatives, territoriales, si ça ne repose que sur de la chance ou du hasard, ça peut même en créer. Donc c'est là où il faut absolument que ce soit sur du temps scolaire obligatoire et que l'éducation artistique et culturelle, qui est pas uniquement de la pratique, qui est la rencontre avec les artistes, qui est la rencontre avec les œuvres, qui est aussi la pratique. Demos, orchestre à l'école sont en effet des très beaux exemples de ce lien qui peut se créer, et y compris sur les territoires. Ça doit être pour tout et pour tous. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Et ce qui est certain, c'est que quand on s'interroge sur les valeurs de la République, on ne peut pas le faire en France sans s'interroger sur la place et le rôle de la culture. Et je crois que c'est absolument indissociable de notre identité, tout simplement. Et ça ne veut pas dire qu'il faille brandir une identité sur une autre, c'est pas du tout l'enjeu. C'est de faire en sorte qu'évidemment, on défende en vérité la place et le rôle de la culture comme enjeu d'émancipation, en fait. Et je crois que c'est aussi dans cette sortie de crise qu'on espère tous, j'espère que c'est aussi l'un des objectifs qu'on arrivera à atteindre ensemble.
Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci à tous. Alors j'espère que voilà, c'est un moment difficile et naturellement que vit la culture, que vit le monde culturel, mais peut-être que derrière tout ça, il y a un peu de lueur, un peu d'espoir. J'espère qu'on vous aura fait donner l'espérance qu'il faut. Merci beaucoup Aurore Berger, merci beaucoup Stéphanie Tesson, merci beaucoup Joséphine Coleman-Berger et Manon Lamaison et bien sûr Lionel Massetta. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.